Bonjour à toutes et tous et bienvenue déjà aux premiers arrivants pour ce webinaire sur le lien entre les appels d'offres et la RSE. On va attendre quelques secondes, minutes avant que les dernières personnes arrivent. On est déjà une vingtaine. C'est bienvenue à toutes et tous. Bonjour Églantine, on vous enverra ça juste après. Pas de souci. Bonjour Caroline. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles arrivantes sur ce live, donc directement sur LinkedIn. On va bientôt commencer. On attend les derniers arrivants. En attendant que les dernières personnes arrivent, on va déjà commencer par vous poser une première question sur qui vous êtes. Ça nous sert à un peu orienter aussi ce webinaire live. Voilà, dites-nous un peu qui vous êtes, dans quel type d'entreprise vous travaillez, votre fonction. Ça nous aidera aussi à un peu orienter sur ce qui vous intéresse et à savoir à qui on parle aujourd'hui en fait là, parce qu'on va être ensemble pendant une petite heure. Donc n'hésitez pas à nous dire directement. Bonjour Farida, bonjour Yanis. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Comme il y a marqué à l'écran, n'hésitez pas à vous présenter, savoir un peu à qui on a affaire aujourd'hui. Voilà, on est déjà une petite trentaine, donc ça fait super plaisir. Bienvenue à tous. Je vois des visages familiers, des personnes qui reviennent souvent à nos lives mensuels. C'est bien, c'est un bon signe à mon avis de l'intérêt qu'il y a sur le contenu qu'on crée. Merci à vous. Directeur de marché en imagerie médicale, ça marche. Merci Patrice. Sébastien, consultant. Bonjour Marina. On est une trentaine. Bienvenue à toutes et tous. On va pas tarder à commencer. En attendant que vous vous présentiez un petit peu pour savoir à qui on s'adresse aujourd'hui. Bonjour Guénaël. Bonjour Aurélie. Super, donc voilà, il y a un peu de tout. Il y a du dirigeant, du consultant, éditrice caratrice bibliothécaire. Bonjour Guénaël. Eh bien, écoutez, on va en profiter pour commencer. Responsable projet événementiel, ça marche. Commercial stagiaire chez Compostu. Super. Voilà, donc j'imagine aussi des personnes qui ont l'habitude de répondre à des appels d'offres ou des marchés publics. Donc ça tombe bien, c'est le sujet du webinaire du jour. Alors on va commencer pour pas perdre trop de temps non plus parce que le temps est compté. Vous allez voir, on va donner beaucoup d'infos, ça va être assez dense. Je vais commencer par me présenter et puis ensuite donner la parole quand même à Pierre-François. Je ne vais pas monopoliser la parole pendant une heure. Donc de mon côté, je suis ancien consultant RSE ISO, donc j'ai accompagné pas mal d'entreprises sur la structuration de leur stratégie RSE, notamment pour répondre à des marchés publics ou des marchés privés. Et je suis cofondateur d'Intersection, que certains d'entre vous doivent connaître. Donc une solution logicielle qui permet de couvrir tout ce qui est bilan carbone, démarche RSE, démarche ISO, notamment avec de l'IA intégrée là-dedans. Bon, l'idée, c'est de pas on va pas vous faire une démo aujourd'hui, mais pour quand même un peu de contexte. Et j'anime aussi la communauté Intersection. On comptabilise aujourd'hui une soixantaine d'experts cabinets de conseil qui utilisent ou pas notre outil dans leurs accompagnements auprès de nos clients entreprises. Donc tout ça pour vous dire que le lien entre RSE et appel d'offres, je l'ai déjà aussi vécu pas mal de fois avec nos clients entreprises. Et puis c'est une bonne transition pour te donner la parole, Pierre-François, étant donné que tu es plutôt l'expert aujourd'hui sur la partie appel d'offres. Ok, merci Pablo. Donc bonjour à tous, bienvenue. Donc moi je suis Pierre-François Bianchini, je suis fondateur et gérant de deux agences, Sui Generis, qui est une agence marketing et communication B2B généraliste,
et puis AOG avec la marque Appel d'offres gagnant. Bah, je suis également membre du collectif Circularity, qui est un cabinet conseil dont les consultants sont multidisciplinaires et indépendants et qui intervient surtout sur des missions liées à la transformation et à la croissance des entreprises. Alors, sur l'activité appel d'offres qui nous rassemble en partie aujourd'hui, hein, puisqu'il y a aussi cette dimension RSE qui est quand même très, très importante. Donc, j'ajouterais que depuis 16 ans, ben, on accompagne des entreprises qui veulent gagner des appels d'offres avec une méthode unique et puis des outils qui sont très opérationnels. Et donc, à ce jour, on a réalisé plus de 2000 dossiers pour une valeur marché d'un peu plus de 2 milliards d'euros. Et en moyenne, nos clients gagnent un appel d'offres sur deux, qui est quand même, bien évidemment une moyenne, hein, mais qui est plutôt de bon calibre, on va dire. Voilà. C'est une belle statistique, en tout cas, 1 sur 2. Ouais, c'est pas mal. Super. Alors, pour avancer un petit peu, notamment sur le contexte, pourquoi on s'est dit qu'on allait organiser ce webinaire aujourd'hui. Donc, le premier point, il doit y en avoir pas mal parmi vous qui baignent dans le milieu soit de la RSE, soit des appels d'offres. On sait qu'il y a un petit ralentissement sur ces sujets-là, ou en tout cas un ralentissement perçu sur les sujets des RSE, notamment à cause de l'omnibus, donc le recul des directives européennes sur les sujets de durabilité. En réalité, ce qu'on voit, c'est que certes, ça concerne plutôt les grosses entreprises, donc il y en a moins qui sont concernées par des exigences de reporting, donc ça, on est sur l'aspect obligatoire. Par contre, le sujet de la RSE ne diminue pas. On a de plus en plus d'appels d'offres privés et publics qui demandent des critères RSE dans leur consultation. Donc, on s'est dit que c'était quand même important d'en parler, notamment avec l'application de la loi climat et résilience, dont vous avez dû entendre parler. J'en ai beaucoup parlé sur mon LinkedIn. Ça fait partie aussi de la description de ce webinaire. La loi qui va être appliquée dans moins d'un mois, donc qui va concerner toutes les entreprises qui répondent à des marchés publics. On va en parler juste après. Et voilà, par rapport à tout ça, on s'est dit qu'il y avait un manque de sensibilisation. Finalement, le sujet est assez peu discuté, méconnu. Et en tout cas, sur la partie conseil concret, qu'est-ce qu'on fait de cette nouvelle loi? Comment on l'applique en interne? Comment on l'anticipe? Voilà, c'est l'idée de ce webinaire aujourd'hui. Donc, avec pour aborder tout ça, on a le programme qui s'affiche à votre écran. Donc, on va directement passer sur la partie de répondre à un appel d'offres. Là, c'est plutôt Pierre-François qui va prendre la parole, vous donner des conseils pratiques, des écueils à éviter. C'est vraiment l'aspect très concret de ce webinaire aussi que vous allez pouvoir en retirer sur les erreurs à ne pas faire. Et que Pierre-François, tu as déjà vu pas mal de fois au cours de tes 2000 dossiers traités. Le troisième point, ça c'est plutôt moi qui vais l'aborder, donc vraiment les termes juridiques. Qu'est-ce que dit la loi des critères sociaux environnementaux dans les appels d'offres? Aussi, vous clarifier les différents termes autour de ça. Quand on parle de critères d'acceptation, de clauses, etc. Donc on va aller dans le détail là-dessus pour que vous y voyez plus clair. Comme je le disais juste avant, il y a assez peu finalement de pédagogie qui est faite sur ces sujets, donc c'est pour ça qu'on va l'aborder. J'enchaînerai aussi sur la partie RSE et avantages concurrentiels appliqués au marché public et privé. Vous le verrez, c'est notamment la 5e partie. On ne va pas que parler marché public, on va notamment un petit peu aborder la partie appel d'offres privé. Et Pierre-François vous expliquera les similarités et différences entre les deux, notamment sur tous les éléments que vous pouvez réutiliser entre les deux démarches. Le but, c'est pas que vous refassiez le même travail 2 ou 3 fois. Donc, on va en parler plutôt à la fin. Une petite partie questions-réponses, quand même. Ça mange pas de pain, comme on dit. Et à la fin, restez bien. On va vous donner, seulement pour les personnes qui restent à la fin, comme d'habitude, une petite surprise. Voilà, pour vous sortir de ce webinaire avec des éléments encore plus concrets à utiliser qu'on va vous fournir. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Donc, on va commencer. Et je vois Aurélie qui me demande si je suis malade. Non, excusez-moi pour ma voix qui est un peu enrouée. Je l'étais ce week-end, mais ça va beaucoup mieux. Je fais pas encore de webinaire malade. Ce serait quand même de la torture. Donc voilà, on va commencer sur le programme. Pierre-François, je te laisse la parole sur plutôt les aspects pratiques. Alors, oui, tu peux déjà passer sur la 2e slide, voilà. Sur les idées reçues, hein,
Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de les combattre, ces idées reçues, avec quelques informations. Alors, sur la notion de complexité et de côté administratif du dossier, moi, je pense que lorsqu'on est préparé, et c'est l'essentiel, c'est le maître mot que j'utilise avec nos clients, c'est la préparation. La partie administrative d'un appel d'offres public, voire même privé, elle doit se résumer à une demi-heure de travail à tout casser. Euh, Sachant que l'administration elle-même a fait beaucoup de progrès, puisque oui, oui, c'est possible, puisque il existe des mesures qui sont destinées à simplifier le travail de l'entreprise. Alors, je vais juste en citer trois hein, pour pas être trop exhaustif. D'abord, il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif passe-marché, par lequel vous soumettez uniquement votre SIRET, et puis c'est l'administration qui va récupérer automatiquement toutes les pièces qu'elle demande habituellement d'ordre administratif. Ensuite, le deuxième élément, bah, c'est les seuils de marché. Les seuils de marché ont été augmentés, ce qui permet, alors qu'il y a un double effet. D'abord, ça permet comment dire, aux donneurs d'ordre de ne pas être dans un système de procédure trop complexe, et il peut passer pas mal de marchés qui sont inférieurs à ces seuils. Ça peut lui permettre donc de ne pas publier des marchés et de travailler en gré à gré. Donc ça, c'est important aussi. Ça donne donc plus de liberté à l'acheteur, mais ça simplifie aussi les procédures, puisque dans les marchés de gré à gré, ben, il y a beaucoup moins de pièces à fournir. Et puis, le troisième dispositif de simplification, qui existe déjà depuis pas mal de temps, hein, c'est la réponse en groupement. Donc, c'est une bonne stratégie que moi, j'aime bien conseiller, parce que ça permet de chasser en meute, hein, en quelque sorte. Et je l'évoquerai un peu plus en détail tout à l'heure. Sur le deuxième point, la notion de perte de temps, ben, c'est une fausse barbe que j'aime pas trop entendre, parce que, curieusement, on a le sentiment quand même parfois que l'entrepreneur mesure beaucoup le temps qu'il passe à monter un dossier d'appel d'offres, mais on a le sentiment qu'il mesure moins les temps cachés par l'activité de l'entreprise, que ce soit au travers de ses équipes commerciales, que ce soit la lourdeur de ses process, ou lorsqu'il est dans une société de production, sur les pertes de temps liées justement à cette production. Alors, à mon avis, il faut raisonner un petit peu comme on raisonne avec l'informatique, c'est-à-dire qu'il y a très honnêtement une perte de temps de préparation à l'origine, mais il y a un côté, j'allais dire, asymétrique avec ça, c'est que la perte de temps, entre guillemets, qu'on va passer à se préparer, elle peut en faire gagner 100, 1000, 10 000 fois plus par la suite. Donc, encore une fois, pour moi, c'est une fausse barbe. Après, bien entendu, on entend très souvent, c'est que pour les grandes entreprises. Alors, je regardais encore récemment un des derniers chiffres qui est publié par l'administration. Je parle là que de commandes publiques, hein, parce que sur la partie privée, on n'a pas de chiffres. Et donc, en fait, 60% des marchés publics reviennent à des PME. Donc, je n'ai même pas besoin de commenter ce chiffre, il parle de lui-même. Et puis, le dernier point, c'est toujours le moins cher qui gagne. Bien évidemment, ma réponse, c'est de dire que c'est faux, parce que l'administration a appris de ses erreurs. Et donc, elle fait en sorte que confier le marché au moins 10 ans, c'est terminé. Aujourd'hui, elle en a marre d'avoir une garantie de mauvaise exécution, et donc elle sait qu'il faut qu'elle achète à un bon prix. Et ce qui est important, c'est que vous puissiez vous inscrire dans la notion de note globale et vérifier que les éléments sont vraiment présents, que vous respectiez les indications du cahier des charges. Tu veux bien passer à l'autre, voilà, donc les méthodes en 3 temps. Donc, étape 1, bah, il faut formaliser son process, c'est-à-dire mettre à plat sa méthode. Comment je me structure pour répondre, où je trouve des appels d'offres, quel processus je mets en place, ma signature électronique et mon cabis sont-ils à jour? Enfin voilà, ce genre de questions pour être bien préparé et ne rien oublier. La deuxième étape, c'est le dossier c'est identifier ses livrables. En fait, ils sont au nombre de 3, vous le savez, hein, le dossier de candidature, ceux relatifs au prix et ceux relatifs aux mémoires techniques. Alors moi, j'aime bien faire en sorte que le mémoire technique, qui est l'élément le plus important, soit très soigné
parce que c'est sur lui que va reposer l'essentiel de votre offre et qui va permettre de raconter ce que vous allez faire comme prestation. Et puis, le dernier point qui est quand même assez capital, c'est planifier sa charge dans le temps. Autant on peut très bien anticiper ce que l'on fait pour la partie de préparation et de réponse, autant il ne faut pas oublier ce qui se passe si on gagne. Parce que vous avez 3 éléments qui sont hyper importants. Vous avez des applications humaines. Qui je vais mettre sur la prestation? Est-ce que j'aurai la disponibilité en ressources humaines, etc. Comment dire, une influence financière, c'est-à-dire que est-ce que je vais pouvoir payer la retenue de garantie, parce qu'il y en a toujours dans les marchés publics, donc ça veut dire qu'il faut faire attention à sa trésorerie. Et puis en termes de matériel, est-ce que je vais avoir des investissements à faire pour répondre à ce marché, ou au contraire, est-ce que je vais avoir des équipements matériels qui vont être mobilisés et que je ne pourrai pas utiliser sur de mon activité. Donc également un point sur lequel il faut avoir pas mal de vigilance. On peut changer de slide, Pablo. Voilà. Donc la notion d'allotissement, c'est un système c'est une norme, c'est l'obligation, tout marché doit être alloti, c'est-à-dire divisé en plusieurs lots. Et donc vous, en tant que potentiel, vous pouvez répondre à un ou plusieurs des lots. Donc, très rapidement, il y a 2 solutions qui s'offrent, soit la notion de groupement, soit la notion de sous-traitance. Alors, le groupement, très rapidement, ça peut être un groupement conjoint, c'est ce qu'aime l'administration, c'est pas ce qu'aime l'administration, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas responsable solidairement de l'ensemble du marché. Et s'il y a un de vos prestataires et collègues du groupement qui est défaillant, eh bien, l'administration se trouve gros gens comme devant et elle n'aime pas beaucoup ça. Elle préfère le groupement dit solidaire, où là, chacun est engagé pour la totalité du marché. Et si une entreprise est défaillante, eh bien, vous devrez vous substituer à elle, à la fois sur la partie financière, mais aussi sur la partie technique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du mandataire, hein, on n'a pas trop le temps non plus, mais s'il y a des questions, j'y répondrai volontiers. Les avantages du groupement, c'est que vous pouvez accéder à des marchés plus importants, vous allez pouvoir multiplier vos références et puis mutualiser aussi éventuellement des ressources. Alors les contraintes, bien évidemment, c'est celle que j'évoquais il y a un instant, le risque financier s'il y a un membre qui est défaillant, et puis bien vérifier que les règles de fonctionnement de votre groupement soient parfaitement édictées et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté à ce sujet. Sur la notion de sous-traitance, alors c'est un élément qui est intéressant quand on n'a jamais répondu à des appels d'offres, parce que en vous mettant en tant que sous-traitant d'une autre entreprise, eh bien, vous permet d'accéder aussi à des marchés auxquels vous n'auriez pas forcément accès. Ça vous permet de faire une espèce de galop d'essai, ou en tout cas un pied à l'étrier, et puis ça va minimiser aussi le risque pris, puisque vous êtes encapsulé dans une entité qui détient le marché principal. Vous n'apparaissez que sous-traitant. Ça vous permet aussi d'acquérir et de monter en compétences. Voilà. On a déjà une petite question, Pierre-François d'Églantine, que je vais afficher à l'écran. D'ailleurs, désolé, il y a eu un petit problème technique. Vous avez dû voir que je suis parti, revenu et défilé quelques slides. Je crois que tu ne l'as pas vu, Pierre-François, mais voilà. En tout cas, pas de souci de ce côté-là maintenant. En termes de réponse en groupement, est-ce que le coordinateur du marché est en mesure de le faire en termes de RH? Alors, c'est une bonne question. Dans le groupement solidaire, en fait, dans les 2 groupements, vous définissez un mandataire. C'est-à-dire que c'est lui l'interlocuteur unique auprès de l'acheteur, et il est interlocuteur pour l'ensemble des signataires du groupement. Normalement, donc, il est responsable dans le cas d'un groupement conjoint, donc en tant que mandataire conjoint, il n'est pas plus responsable que sa propre entreprise. Dans ce cas-là, donc, en termes de RH, chaque entité va être responsable de ce qu'elle met à disposition en termes de RH, de matériel, etc. En revanche, lorsqu'il est mandataire solidaire, dans ces cas-là, il est l'unique représentant du groupement et à ce titre, il a toutes les responsabilités d'un mandataire et donc effectivement, il est responsable de la partie RH
normalement, de l'ensemble du groupement. Il est responsable de tout, en fait. Donc, le mandataire, c'est un statut qui est intéressant lorsqu'on est leader du groupement, mais il a aussi son revers de médaille, c'est qu'en termes de responsabilité, les responsabilités et les engagements sont aussi plus importants. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Après, il y a des subtilités, mais là, on rentre dans un cadre qui est plus du domaine juridique, et je ne voudrais pas qu'on aille trop sur ce domaine-là, mais on aura l'occasion éventuellement de répondre plus en détail s'il y a besoin. Voilà. Ça marche. On va pouvoir passer à la partie suivante. Juste Pierre-François, attention, des fois je pense que tu touches un peu ton micro. On a des bruits de micro, de frottement. Voilà. Pourtant, j'ai pas l'impression, mais excusez-moi, alors si c'est le cas, je suis désolé. T'en fais pas. Je vais essayer de faire attention. Ça marche. Hop. Alors, oui, Pablo m'a demandé de faire un petit slide sur les types de rejets. Alors, je ne vais pas m'y attarder non plus. Ça, c'est les 3 types de rejets que l'administration peut vous opposer. C'est l'offre irrégulière, inacceptable ou inappropriée. Alors, plus que de rentrer dans le détail de chacune d'entre elles, je vous laisse lire les définitions. Je donnerai simplement un exemple pour chacune. L'offre irrégulière, c'est par exemple une pièce oubliée, une pièce non signée ou un mémoire technique qui est trop vague. C'est aussi un des arguments que peut utiliser l'administration pour rejeter votre offre. L'offre inacceptable, c'est surtout une notion de prix. Soit si vous avez un marché qui est fixé à 350 000 € et que vous répondez à 400 000, votre offre elle est inacceptable. Mais au même titre, si vous faites du dumping et que vous proposez à l'administration un marché à 350 que vous le vendez à 150, il y a un loup, effectivement, et vous ne serez pas non plus retenu. Et puis, dans l'offre inappropriée, elle touche plutôt à la partie technique de votre dossier. Et en règle générale, c'est des erreurs liées au cahier des charges non respecté ou des points techniques qui étaient attendus, qui sont omis ou auxquels vous ne répondez pas. Et dans ces cas-là, l'administration se fera également un plaisir de vous dire non. Alors, ce n'est pas vraiment un plaisir, parce ce qu'elle cherche avant tout, c'est une paix de l'esprit, et ce qu'elle veut, c'est que le marché se passe dans la meilleure des conditions possibles. Alors, les écueils à éviter, je vous en ai cité quelques-uns, là, il y en a 5, très rapidement. Bon, bien entendu, pas se préparer, j'ai parlé assez en large et en travers de la préparation, donc vous voyez ce qu'il reste à faire. Répondre à tout sans discernement, ça je le vois beaucoup, et même si on a un marché qui correspond dans le libellé à une capacité à répondre, il faut aller plus en détail, et ça rejoint le dernier point, d'analyser le DCE, et très souvent, on va trouver un certain nombre d'arguments qui font dire que c'est pas fait pour nous, ou c'est pas, je peux y répondre à 80%, mais il y a 20% qui vont m'échapper, et donc, est-ce que je vais prendre le risque d'y aller ou pas? Moi, j'invite à pas y aller, parce que quand on n'est pas à 100% sûr, il y aura toujours un concurrent qui va être mieux positionné, c'est pas la peine de perdre son temps là-dessus. Et puis, il y a 2 aspects aussi que j'aime bien souligner, c'est repartir de zéro à chaque réponse, donc où on va réinventer la roue à chaque fois. Donc ça, c'est quand même un peu beaucoup de perte de temps. Alors, Dieu sait qu'il y a des documents qu'on peut réutiliser, bien évidemment, mais avec bon escient, et puis pas rentrer du coup dans l'effet inverse, c'est-à-dire reprendre un ancien dossier, faire un copier-coller. Si par exemple vous répondez et que vous répondez à la ville de Boulogne, et puis dès l'introduction vous dites nous sommes ravis de répondre à la ville de Puteaux, ça la met un petit peu mal, bien évidemment, mais ça je le vois aussi arriver très souvent. Donc moi, mon conseil principal, c'est de bien analyser le DCE. Vous avez toutes les informations qui sont normalement dedans. C'est vrai aussi pour les marchés privés. Aujourd'hui, on le verra tout à l'heure, il y a quand même beaucoup d'équivalence entre les deux. C'est aller vraiment chercher dans le détail et se dire, OK, je réponds aux critères qui sont indiqués, mais peut-être qu'il y a aussi des éléments qui sont importants pour le donneur d'ordre et auxquels je vais pouvoir répondre et qui vont me mettre dans une situation où mon offre va être préférée à celle d'autres. Voilà. Je te relaisse la parole, Pablo. Yes. Merci Pierre-François, et je te la redonnerai après, évidemment. On va enchaîner
puisque là, on commençait à effleurer le sujet juridique, quand même un petit point de clarification sur ce que dit la loi des critères sociaux, environnementaux dans les marches publiques. Là, on va aller un peu plus dans le détail sur le sujet du jour. Le but de cette première partie, c'est surtout de poser le cadre, vous montrer un peu ce qu'est un marché, comment répondre, tous les apports de Pierre-François. Là, on va aller un peu plus dans le détail sur la partie sociale, environnementale, dans les critères. Alors, avant de commencer, petit quiz. À votre avis, entre 2021 et 2024, quelle est la tendance sur l'intégration de clauses sociales et environnementales dans les marchés publics? Donc voilà, vous pouvez répondre en commentaire A ou B. Réponse A, il y en a plus, de plus en plus, ou réponse B, il y en a de moins en moins. Voilà, vous allez voir, il y a une petite nuance sur ce sujet-là, donc par curiosité, par rapport à ce que vous en savez ou ce que vous en pensez, à votre avis, c'est plutôt la réponse A ou la réponse B. N'hésitez pas à répondre en commentaire directement. Et évidemment, après, on décrira ensemble cette tendance. En tout cas, assez curieux de voir ce que vous en pensez. Si même vous avez des retours d'expérience sur le sujet par rapport à des réponses que vous avez dû soumettre, n'hésitez pas. C'est toujours aussi l'occasion d'avoir un peu de retour. Voilà, majoritairement de A pour l'instant, il y en a de plus en plus, il y en a de plus en plus, il y en a de plus en plus. Ça marche. Et il y en a de moins en moins. Ok, mais écoutez, on va voir ça. En tout cas, vous êtes super réactifs. Merci beaucoup. Là, il y a au moins une vingtaine de réponses en quelques secondes. C'est top. Réponse C, Aurélie, c'est super. Top. Il n'y a pas d'option C, mais réponse C, d'abord, ça marche. J'aurais dû mettre D, la réponse D. C'est ça. Bah, super. Bon, alors, comme je l'imaginais, voilà, il y a beaucoup d'entre vous qui pensent qu'il y en a de plus en plus. Alors, en réalité, il y en a de plus en plus. Donc ça, c'est vrai. Par contre, je voudrais vous montrer quelques nuances par rapport aux différents chiffres qu'on a. Donc, je me suis amusé à compiler tous les rapports de l'Observatoire de la commande publique. Il n'y a pas de synthèse de toutes les années, mais j'ai fait cette synthèse et c'est ce qui s'affiche aujourd'hui à l'écran. Donc, aujourd'hui, donc depuis, d'ailleurs, le sondage, c'était depuis 2021, mais là, les chiffres, c'est depuis 2014. La tendance, c'est plutôt à l'augmentation des clauses sociales et environnementales dans les marchés publics. Par contre, si on regarde purement les stats, et c'est pour ça que je voulais vous alerter et que je vous ai posé la question, de 2023 à 2024, il y a une baisse des clauses sociales et environnementales. En réalité, c'est simplement parce que le seuil a changé. Avant, le périmètre, il était plutôt sur les marchés, du coup, pour les marchés de seulement supérieurs à 90 000 euros. Et depuis 2024, on a élargi au marché inférieur ou égal à 40 000. Donc en fait, il y a plus de marchés qui ont été évalués. Donc il faut faire attention aux chiffres. Vous dites pas qu'il y a moins de clauses. En tout cas, si vous entendez cet argument-là, ben, vous aurez aujourd'hui les éléments pour y répondre et pour le contrer. Il y en a plus dans l'absolu, simplement quand on regarde les seuils, ils ont été relevés. Donc c'est pour ça qu'il y a plus de volume. Mais en tout cas, la tendance est évidemment à la hausse. C'est le petit détail que je vous mets à droite. Hop, pardon. Pour les clauses environnementales, elles ont plus que triplé entre 2014 et 2023. Donc on est passé de 11% des marchés presque à 34% entre 2014 et 2023. Donc c'est énorme, vraiment. Donc ça c'est sympa parce qu'on voit souvent même des posts LinkedIn ou des articles qui disent qu'on voit de plus en plus de RSE dans les marchés. Mais là, il y a vraiment des chiffres à l'appui. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Sur les clauses sociales, un peu moins, ça a doublé pour le coup quand même, hein, entre 2014 et 2023. Donc on est passé de 11 à presque 23%. Donc, pareil, une grosse évolution en tendance. Donc, attention au changement de seuil qu'il y a eu en 2024 par rapport aux chiffres. Et petite précision, le seuil, pour le coup, a été remonté à 60 000 euros en 2026. Donc, vous voyez, il y a des évolutions sur les différents seuils des marches publiques. C'est pas toujours simple à suivre. Mais bon, je me devais de vous préciser cette petite nuance. D'ailleurs, si vous demandez, moi, j'ai fait la moyenne du pourcentage de clauses dans les marchés, mais par rapport au nombre de marchés et par rapport au montant des marchés. Voilà, donc j'ai moyennisé les deux. Sinon, on aurait eu trop de courbes et je vous aurais déjà perdu. Donc voilà pour les quelques chiffres sur les clauses sociales environnementales. Et d'ailleurs,
Ces chiffres-là ne comptent que les obligations contractuelles. Et on ne parle même pas des clauses d'exécution des marchés. On parle seulement voilà, des différents autres critères. Donc, il n'y a pas les critères d'attribution, les demandes de spécifications techniques. Typiquement, il y a plein de marchés publics qui vous demandent d'aller beaucoup plus loin sur la description de la performance environnementale de vos produits et de vos services. Là, c'est pas forcément compris dedans. On a des fois des demandes de labels, de certification, c'est pas non plus compris dedans. Donc, dites-vous que les chiffres que je viens de vous montrer, ils sont déjà moins exigeants que ce qui est la réalité des marchés publics aujourd'hui. Donc ça, c'était un petit élément à retenir. Aussi, quand même, pour préciser, parce que c'est pas forcément hyper clair pour tout le monde, il y a une différence entre un critère d'attribution et une clause d'exécution. En gros, un critère d'attribution, c'est au moment du choix de l'acheteur, c'est une note qu'on va vous attribuer par rapport à différents critères. Donc, il y a souvent des critères sur le prix, l'offre technique, ou sur la performance environnementale. Et pour le coup, la pondération de ces différents critères n'est pas cadrée juridiquement. Donc en fait, chaque acheteur public aujourd'hui, en tout cas surtout sur la partie sociale et environnementale pour ce qui nous intéresse là de notre sujet, est plutôt libre à l'acheteur. Donc ils pourront mettre plus ou moins de pourcentage par rapport à ce qu'ils souhaitent. Voilà. Donc là, pour le coup, chaque candidat est noté par rapport à ces différents points et ensuite il y a un classement final. Ça, c'est vraiment au moment du choix. C'est la différence par rapport à la clause d'exécution. Donc là, c'est après la signature. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt quelque chose qui est contrôlé pendant toute la durée du marché. Et si l'entreprise qui répond ne respecte pas ces clauses, ces obligations contractuelles, bah pour le coup, il peut y avoir des pénalités ou une résiliation du marché, le cas échéant. Donc voilà, c'est deux choses qui sont importantes à différencier. Et justement, par rapport à ça, il faut bien comprendre une chose que j'ai rajoutée quand même ici, c'est que les critères environnementaux, donc pour le coup, les critères d'attribution, ils portent sur le marché et pas sur l'entreprise de manière globale. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le droit, enfin l'acheteur n'a pas le droit d'évaluer la politique globale de votre entreprise parce que ça pourrait être un critère discriminant. Typiquement, les entreprises qui ont beaucoup de moyens, elles ont vraiment beaucoup de moyens pour mettre en place une grosse démarche RSE sur la globalité de l'entreprise, alors que les plus petites entreprises n'ont pas forcément ces moyens-là. C'est pour ça que c'est bien cadré juridiquement. Les critères ne doivent que reposer sur l'objet du marché, donc sur la performance environnementale et sociale de vos prestations, de vos services, de vos produits, services, travaux liés à l'objet et pas à la politique globale. Donc ça, faut vraiment le prendre en compte quand vous répondez. Ça ne sert pas toujours d'en faire des caisses sur la politique globale de la boîte. Envoyez surtout de la doc, des chiffres très précis sur l'exécution du marché, sur les conditions d'exécution, les performances environnementales, plutôt que sur ce que fait votre entreprise au global. C'est pas parce que je vous dis ça, mais si vous partagez une charte RSE, vous n'allez pas être retoqué. Mais simplement, ce sera beaucoup moins pris en compte que si vous spécifiez des choses vraiment liées au marché. Donc ça, c'est important et ça a d'ailleurs été rappelé par la jurisprudence du Conseil d'État, du coup, par rapport à la métropole de Nantes. Là, pour le coup, il y a 7 sous-critères qui ont été annulés parce qu'ils portaient sur l'ensemble de l'activité de l'entreprise. Donc là, ça a été jugé comme quelque chose de plutôt d'illégal. Donc l'acheteur public a été assez retoqué sur le sujet. Donc voilà, c'est plutôt assez documenté aujourd'hui. Donc attention à ce point-là par rapport à la loi. Quelques repères quand même, si vous voulez partir avec une vision claire de ce qui s'est fait, l'évolution des choses. Donc ce que je vous parle là, c'est l'application de la loi climat et résilience, l'article 35. Mais cette loi, elle date de plus de 6 ans. Hein, ça date d'août 2021. Et entre-temps, il y a eu différentes autres lois, décrets, etc. Il y a eu notamment le PNAD, que je vais décrire juste après, la loi industrie verte, les produits décarbonation, etc. Donc, plus d'accent sur l'aspect de bilan carbone, jusqu'à en arriver aujourd'hui sur l'application de l'article 35 de la loi climat et résilience. Donc voilà, c'est dans un mois, c'est pour ça que l'étape n'a pas encore été franchie, mais honnêtement, c'est demain. Donc, à mon avis, c'est pour ça qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont présents aujourd'hui, parce qu'ils savent le côté urgent de ce critère 35 qui va être en application du coup dans moins d'un mois, puisque c'est le 21 août 2026. Voilà, c'était quelques repères chronologiques. Il y en a beaucoup plus, évidemment, vous imaginez bien, de lois, de décrets, d'évolutions législatives sur les sujets de marché public et de critères socio-environnementaux. Mais voilà, c'est une petite synthèse, si jamais vous voulez avoir une vue un peu globale. Le plan national pour les achats durables, alors ça, donc du coup,
pour le coup, était de 2022 à 2025. L'objectif affiché du gouvernement, c'est d'arriver à 100% pardon, des marchés publics avec des considérations sociales et environnementales. Le mot considération est important, la nuance. La considération est libre. C'est-à-dire que ça peut être une clause d'exécution, ça peut être un critère de sélection ou des clauses, des spécifications techniques. C'est assez large. C'est pas forcément seulement des clauses très contraignantes. En tout cas, sur cet objectif affiché, aujourd'hui, on en est arrivé à 40% de considération environnementale dans les marchés publics et 25% de considération sociale. Donc, pour le coup, ce plan, voilà, les objectifs affichés étaient un peu idéalistes. Il n'y a pas eu encore de reconduction d'un grand plan national de marché public. Évidemment, ça va être aussi lié aux évolutions gouvernementales, législatives dans les années à venir. En tout cas, voilà, c'était un objectif assez idéaliste qui n'a pas encore été atteint. En tout cas, pour ce PNAD 2022-2025. Je voulais quand même vous le rappeler. Pour aller dans le vif du sujet aussi, sur le sujet du jour, qu'est-ce qui change très concrètement avec l'application de la loi climat et résilience, donc, qui date de 2021, et de l'article 35. En gros, avant, les considérations sociales et environnementales, c'était plutôt une demande, on incitait les acheteurs publics à y recourir. Aujourd'hui, c'est une obligation légale, mais pas pour tout. C'est pour ça que je vous ai fait ce petit tableau pour nuancer, pour vous expliquer vraiment dans le détail qu'est-ce que ça change. Déjà sur les critères d'attribution, alors là pour le environnemental, pardon, là pour le coup c'est obligatoire, c'est pour tous les marchés. Et en gros, il y a des points à gagner ou à perdre sur les critères d'attribution environnementaux. Les clauses d'exécution environnementale, c'est pareil, c'est vraiment appliqué à tous les marchés, donc vous êtes engagé contractuellement, vous pouvez être contrôlé ou sanctionné sur la performance environnementale de vos produits, services, travaux pendant l'exécution du marché. Donc ça, c'est quand même une grande nouveauté. Il y a beaucoup moins d'exigences sur la partie sociale. Comme vous le voyez ici, les critères d'attribution sociaux ne sont pas obligatoires. Donc pour n'importe quel type de marché, c'est facultatif, ça dépend de la politique de l'acheteur, politique d'achat, pour le coup. Par contre, les clauses d'exécution sont obligatoires. Donc vous vous rappelez, je viens de vous préciser la différence entre critères d'attribution et clauses d'exécution. Critères d'attribution, c'est pendant le choix des entreprises, donc pendant la consultation. Les clauses d'exécution, c'est après. Donc pour la partie sociale, ce sont seulement les clauses d'exécution qui sont devenues obligatoires, mais pas pour tous les marchés, seulement les marchés formalisés. Et voilà, pas tous les autres types de marchés que Pierre-François a pu rapidement vous détailler. Il y en a plusieurs, mais en tout cas, on voit que la loi était beaucoup plus contraignante sur la partie environnementale que sur la partie sociale. Donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Quand vous voyez des articles, des posts qui disent ouais, il y a autant de critères sociaux, environnementaux chez les acheteurs publics, c'est faux. Il y en a beaucoup plus de contraintes sur la partie environnementale. Donc voilà, ce petit tableau servait un peu de recap là-dessus. Voilà sur ce sujet. Comme d'habitude, là, déjà, en live, n'hésitez pas à poser vos questions sur ce sujet. C'est assez dense. J'essaie de ne pas vous mettre un énorme tunnel juridique, mais c'est des notions super importantes à prendre en compte. Ce qu'il faut regarder en priorité sur ces différents critères, déjà, évidemment, donc là, c'est plus concrètement ce que vous pouvez faire. Le règlement de consultation, c'est là que vous allez voir les critères, leur pondération, et que vous allez pouvoir jauger aussi à quel point c'est important d'avoir des bons chiffres, des bonnes preuves à apporter sur l'aspect RSE environnemental, pour le coup. Le CCTP, pareil, là pour le coup, il y a plus les clauses d'exécution, spécifications techniques. Donc là, c'est des choses auxquelles vous ne pourrez pas déroger. Et notamment l'acte d'engagement. Là, je vous ai donné un exemple sur la partie sociale. Il peut y avoir un volume d'heures d'insertion à renseigner. Voilà, donc pour le coup, attention, parce que dans certains marchés, c'est ce que je vous ai mis ici, si vous avez une proposition qui est inférieure au minimum demandé, votre offre peut être irrégulière et rejetée, sans même qu'elle soit notée. Donc, voilà, quelques petits points quand même de vigilance là-dessus. Donc, ça, c'était plutôt sur la partie légale. Qu'est-ce que ça recouvre vraiment le sujet du jour, donc la loi climat et résilience 2026. Je veux quand même vous donner quelques éléments en plus pour savoir vraiment où marquer des points, où vous pouvez facilement en perdre aussi par rapport au type de marché auquel vous répondez. Donc, pour les marchés de fourniture, produits, équipements, typiquement, ce qui arrive souvent, c'est des empreintes carbone de produits, des analyses de cycle de vie.
des indicateurs de part de matières recyclées, de réparabilité, etc., etc. Beaucoup de choses sur la partie environnementale, comme je vous l'ai dit, parce que la loi a accentué la contrainte là-dessus. Donc là, pour le coup, c'est du chiffre. Une analyse de ces clés de vie, ça ne s'improvise pas. Il y a des outils, des prestataires qui sont dédiés pour ça. Donc pour le coup, ça va assez loin sur la partie indicateur. Hop, sur la partie travaux, voilà, les émissions de chantier, gestion de tri des déchets, la partie déchets est assez importante. La partie transport de matériaux, performance énergétique, etc., etc. Donc là, pour le coup, pareil, décrire un peu les méthodes de calcul. C'est pas à ce moment-là que vous mettiez à promettre de grands engagements. Il faut vraiment prouver avec du chiffre et de la preuve concrète. Alors, les marchés de services sont. Moi, j'entends souvent des boîtes de services nous dire oui, non, mais nous, on est une boîte de services, on impacte assez peu, on n'a pas tellement envie de mettre en place de démarches RSE. Ben là, pour le coup, attention à ce type de raisonnement, parce qu'on peut vous demander des chiffres sur vos émissions liées aux prestations, au déplacement de vos équipes, au bilan carbone de l'entreprise, pour le coup, parce que là, c'est pas seulement la politique globale, mais c'est quand même comment est gérée l'entreprise et comment sont gérés les déplacements. Ça peut être important. On peut vous demander une trajectoire de réduction. On peut vous demander des données sur la politique qualité de vie au travail liée à la réalisation des prestations, toujours. Là, je vous ai mis beaucoup de critères environnementaux. C'est les mêmes logiques, c'est des exemples, évidemment. C'est la même logique sur la partie sociale. Il faut de la preuve et ça dépend de la nature de votre marché. Donc là, pour le coup, ne faut pas réduire ces sujets-là à la partie environnementale. Donc, je vous ai mis quand même quelques exemples de preuves ici, traçabilité des matériaux, les labels et certifs. Pareil, les labels, certifications peuvent être demandés spécifiquement. Là, j'ai fait un post LinkedIn il n'y a pas longtemps en montrant qu'il y a des centaines de marchés qui exigent des certifications ISO 14001, 9001, 45001. Voilà, ça peut être un critère d'attribution assez important. Voilà, donc pareil, là où vous pouvez perdre des points, tout ce qui n'est pas détaillé, tout ce qui est vague, les grandes promesses, etc. Les acheteurs publics, ils ont beaucoup de docs à lire, donc ils préfèrent la doc qui va droit au but. Pour les entreprises de travaux, je finis juste cette partie-là, Yannis, j'arrive tout de suite pour votre question. Hop. Sur la partie, OK, pour les entreprises de travaux, mais les architectes, bureaux d'études, plutôt, là, ça va être surtout sur la partie prestataire de services, à part s'il y a un groupement qui est fait avec des entreprises de travaux. Chaque type d'entreprise va devoir répondre avec les critères qui le concernent le plus, pour le coup, même si les bureaux d'études peuvent faire ça de concert avec leurs sous-traitants. Pareil, Yoshai qui demande des détails sur les sociétés de conseil, IT, gestion des déchets numériques, carrément. Complètement là, pour le coup, c'est comme je le disais, il faut adapter les indicateurs à votre secteur d'activité. Typiquement, nous, Intersection, en tant qu'éditeur de logiciels, donc on n'est pas une société de conseil, on est vraiment éditeur sur la partie tech. Nous, on va nous demander beaucoup de critères sur la partie sécurité des données, sur la partie numérique responsable, sur l'hébergement de nos données, où c'est fait, est-ce que c'est fait dans de bonnes conditions. Ça dépend évidemment de votre secteur d'activité. Et on va pouvoir enchaîner aussi, Pierre-François, sur les différentes similitudes entre appels d'offres privés et publics. Excusez-moi d'avance si le rythme est assez dense. C'est pas toujours simple de tenir le rythme en 1 heure. Je t'en prie, Pierre-François. Ok. Alors, on va commencer par les similitudes. Ce qui est important de retenir, vous le savez, c'est que qu'on soit dans une version publique ou privée d'une consultation, c'est avant tout un marché. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est une source de croissance organique pour l'entreprise. C'est du chiffre d'affaires incrémental qui peut être fait et donc qui vient se greffer sur l'activité, on va dire, traditionnelle de l'entreprise. Je parle bien entendu pour les entreprises qui répondent de manière épisodique à des appels d'offres. Je connais aussi un certain nombre d'entreprises dont le chiffre d'affaires ne repose que sur la réponse à appel d'offres. Bref. Les éléments communs, ils sont essentiellement à retrouver sur les conditions de la consultation. D'abord, on a dans les deux cas un dossier de consultation, beaucoup plus administratif avec bien évidemment les appels d'offres publics. Mais ce que j'indiquais tout à l'heure et que je vais vous répéter encore maintenant, c'est que la sphère privée s'est beaucoup inspirée de la sphère publique pour les marchés
Et aujourd'hui, même dans des appels d'offres publics, on retrouve un certain nombre de process ou de choses à fournir qui ressemblent énormément à ceux des modèles des marchés publics. On a également une logique de notation multicritère, hein, je ne vais pas y revenir, Pablo en a parlé. Il y a un point qui est important, c'est la notion d'exercice de persuasion écrite, et je l'évoquais tout à l'heure avec le mémoire technique. Ça, c'est hyper important parce que, et pour la notion de RSE, il me semble que c'est quelque chose même de capital parce que vous allez devoir expliquer quelque chose qui est nouveau. L'acheteur demande des critères, mais est-ce qu'il les connaît pertinemment? C'est pas encore sûr aujourd'hui et il va falloir participer à sa propre éducation. Donc, c'est tous les intervenants qui vont aujourd'hui répondre à des appels d'offres avec des critères RSE qui vont forger petit à petit aussi la doctrine chez l'acheteur. Donc ça, c'est hyper important. Et cette persuasion écrite, elle passe par le mémoire technique. Et il faut savoir que dans la plupart des marchés, vous ne serez pas présent lorsque vous allez défendre, lorsque l'acteur va dépouiller votre dossier. Ça peut arriver dans un deuxième temps lorsqu'il y a négociation ou ce qu'on appelle un oral, mais dans un premier temps, c'est uniquement le mémoire technique qui va défendre le dossier. Ce que je dis souvent à mes clients, c'est que vous avez là un vendeur muet, mais il faut qu'il ait quelque chose à dire. Donc, c'est hyper important de soigner ce critère-là, enfin ce dossier-là, ce document. Ensuite, dans les deux cas, on a une échéance de la réponse hein, qui est avec une date limite. Dans les deux cas, on a un risque d'élimination puisque c'est un marché, donc il y a des concurrents, donc on n'est pas forcément le premier in fine, ce qui est toujours dommage, mais ça arrive. Et puis, dans les deux cas, on a la formalisation d'un contrat. Et Pablo, tu peux peut-être tout de suite changer la slide parce que sur la formalisation du contrat, ça permet d'aller sur ce qui va différer. Donc, dans les deux cas, on a un contrat, mais dans le cadre des marchés publics, il est régi par le Code de la commande publique. Et donc, la qualification juridique qui en découle, c'est une qualification administrative, alors que sur un marché privé, eh ben, le régime juridique qui s'applique, il relève, lui, du droit privé. Ce qui diffère également, c'est les fondements des appels d'offres publics, hein, égalité de traitement, liberté d'accès au contrat et transparence des procédures. Pablo a souligné tout à l'heure un exemple avec la juridiction, enfin qui s'est passé à Bordeaux. C'était Bordeaux, hein, je crois que tu as cité. Non, Nantes, pardon. Où il y avait effectivement une atteinte à l'égalité de traitement. Et donc, c'est pour ça que l'acheteur a été retoqué, parce qu'il n'a pas observé ce principe fondamental de la commande publique. Ensuite, bien entendu, les marchés, vous les connaissez, travaux, services et fournitures, alors que dans les marchés privés, on peut avoir aussi de la construction, on peut avoir une élaboration d'un outil, par exemple, un outil de production technique, etc. etc. Et puis, la grosse différence également, c'est que dans le marché privé, les modifications ou voire même la résiliation, parce que ça arrive, du marché peut arriver en cours même de procédure. Donc, il faut le savoir. C'est assez rare, mais ça arrive quand même. Alors que dans les marchés privés, en général, la consultation va aller jusqu'à son terme. Et autre point différenciant aussi, dans les marchés privés, le marché peut être reconduit sans obligation si vous satisfaisez, si vous apportez la satisfaction totale à votre client, eh bien, il peut vous reconduire, alors que dans le marché public, une fois qu'on arrivera au terme du contrat, l'acheteur va être obligé de relancer un appel d'offres auquel, bien entendu, vous pourrez participer, mais vous êtes remis sur la ligne de départ en ce qui concerne l'attribution et vous pouvez ou gagner ou perdre. Je crois qu'il y a encore une slide, si je ne m'abuse. Oui. Où aller chercher des marchés? C'est une question qui est souvent posée parce qu'elle n'est pas si évidente que ça au démarrage. Alors, les marchés publics, l'intérêt qu'on en a, c'est qu'il y a beaucoup de publications et que l'administration est obligée de le faire. Donc, vous avez des publications officielles telles que le BOMP, Bulletin officiel des annonces des marchés publics, le journal officiel de l'Union européenne, qui en général vise des marchés sur un seuil beaucoup plus important, mais vous avez également des journaux locaux. Tous ces documents-là existent à la fois en numérique et en papier, bien évidemment. Enfin, maintenant, le numérique a pris le pas, fort heureusement.
Et puis, vous avez également les plateformes d'achat. Alors, la plateforme d'achat de l'État principale s'appelle Place, hein, place.fr. On la retrouve comme ça. Et elle a un critère qui est, enfin, un critère, une commande ou une sous-commande qui est intéressante, c'est celle qui s'appelle Approche. Et dans Approche, vous allez trouver des marchés qui ne sont pas encore publiés, mais sur lesquels l'État ou ses collectivités locales réfléchissent et qui pourront faire l'objet d'un futur marché. Donc, ça permet de se préparer et de voir également, d'anticiper éventuellement le dossier de réponse. Vous avez également ce qu'on appelle de ce gentil mot qui s'appelle le profil d'acheteur. C'est rien d'autre qu'un site web, hein. Et donc, vous avez, en fonction des différents acheteurs, des profils d'acheteurs différents, donc des sites web différents. Ça peut être celui d'une commune, celui d'une mairie, etc., etc. Et puis, vous avez également des plateformes régionales d'achat. Je vais en citer qu'une, c'est celle de l'Île-de-France qui s'appelle Maximilien et que tous ceux qui ont déjà répondu à des appels d'offres publics connaissent. Sur les marchés privés, c'est un peu plus délicat pour trouver des marchés. Alors, il existe bien évidemment pas mal d'éléments liés à la presse, mais il y a aussi des entreprises locales qui peuvent, et leurs représentants qui peuvent vous aiguiller. J'entends parler d'un marché ici, je vous en fais part parce que c'est dans votre domaine d'activité, pas dans le mien. Des acteurs régionaux aussi, les CCI sont, les développements économiques des villes sont parfois sollicités et donc sont à même de pouvoir répondre, enfin, sont sollicités dans le sens où elles sont mises au courant qu'une entreprise recherche des prestataires pour répondre à son marché. Vous avez bien entendu tous les clubs réseaux professionnels, je ne vais pas les évoquer, hein, ça passe depuis BNI, Rotary, etc., etc. Vous avez également des journaux locaux. Ce qui est important aussi, c'est la presse professionnelle qui publie régulièrement, qui a une rubrique qui est souvent considérée et qui concerne les marchés de publication des entreprises privées. Donc voilà en gros différents canaux que vous pouvez utiliser pour être au courant des différents marchés et pouvoir y répondre en toute connaissance de cause. Voilà. Et pour le coup, pour rajouter un élément, il y a aussi ce qui peut être pratique, c'est les plannings prévisionnels de marché public. Donc en fait, c'est des listes de catégories de marchés avec les montants qui vont être publiés sur les années à venir, avant même que le marché en question soit publié. Ce qui permet, vous, d'anticiper un peu la demande sur ces sujets et de potentiellement contacter des acheteurs en amont de la publication du marché. Ça peut être assez utile. Donc voilà, les plannings prévisionnels, n'hésitez pas à regarder si jamais ça peut vous intéresser. En tout cas, on en arrive un peu à la fin de ce live. Avant toute chose, est-ce qu'il y a des réactions, des questions-réponses, même si on a répondu à quelques-unes d'entre elles tout au long de ce live. N'hésitez pas, c'est le moment aussi pour poser vos questions, tant qu'on est encore avec vous aujourd'hui. Voilà, ça peut être sur la RSE, sur les marchés publics privés, sur différents sujets. En tout cas, c'est le moment aussi de poser vos questions. Merci Emmanuel pour le retour. Oui, merci Emmanuel. Voilà, juste après cet onglet questions-réponses, on a la petite surprise qu'on vous a promis depuis le début là, qu'on va aborder. Donc restez encore une minute ou deux, le temps que si jamais il y a des questions à poser. On a encore une bonne trentaine jusqu'à la fin de ce live, c'est super. Vous êtes restés jusqu'à la fin, ça fait toujours plaisir. On essaie d'être un peu dynamique, mais c'est un beau retour. Ça marche. Hop, super Yoshai, merci si c'était clair, c'est le principal. Alors du coup, comme promis, pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, donc là on a encore une trentaine, on peut vous envoyer, si vous le souhaitez, donc déjà une super ressource qui a été écrite par Pierre-François, qui est les 3 clés pour gagner un appel d'offres. Donc là, il détaille un peu toute la méthodologie à avoir, les écueils à éviter. Donc il reprend ce qu'il a dit au début, mais beaucoup plus poussé
par rapport notamment aux accompagnements qu'ils proposent pour les entreprises. Donc, si vous souhaitez la recevoir, commentez AO en commentaire, donc sur le même outil que vous utilisez depuis tout à l'heure. On peut vous envoyer aussi la fameuse checklist anti-rejet que j'ai déjà envoyée à pas mal de monde, hein, même en amont de ce webinaire. Voilà, une ressource gratuite qui vous permet de checker un peu qu'est-ce qu'il faut regarder en priorité avant de répondre à un marché. Est-ce que vous êtes plutôt bon ou il y a des éléments à compléter. Voilà, si vous êtes intéressé par ces différentes ressources gratuites, encore une fois, commentez AO et moi, comme ça, je me note de vous l'envoyer directement après ce webinaire. Hop. Super, on a des questions qui sont rajoutées évidemment au fil de l'eau. Merci beaucoup Aude pour le retour. On a une question aussi de Sébastien. Les AO publics listent-ils le type de critères RSE demandés? Sont-ils les mêmes? Oui, Sébastien, c'est listé ça pour le coup en amont, du coup dans le règlement de consultation, dossier de consultation. Donc c'est pas toujours super clair, mais en tout cas, généralement, ils demandent exactement ce qu'ils attendent. Ça peut être global en demandant à préciser les conditions de réalisation de la prestation et des chiffres sur la partie performance environnementale. Ils peuvent demander des chiffres précis sur s'il y a une dimension d'insertion sociale dans le marché, à la prestation effectuée. Donc oui, ils les listent quand même, c'est pas de deviner. Après, s'ils ne listent rien, les entreprises peuvent quand même donner des informations globales sur l'entreprise, mais de toute manière, avec l'application de la loi climat et résilience, elles vont être obligées de demander des critères environnementaux, au moins dans les marchés. Mais oui, c'est toujours listé, et c'est pas toujours les mêmes, pour le coup. Il y a des choses qui reviennent, et ça dépend les catégories de marché, comme je l'expliquais au début, mais ça peut différer en fonction de leurs exigences. Comme je te le disais au début aussi, il peut y avoir des exigences encore plus poussées sur les certifs, les labels et les différentes récompenses de l'entreprise. Voilà. Moi, je vois pas mal de gens qui ont commenté AO, c'est super. Merci, bien. Merci beaucoup. Merci pour les retours en tout cas. Ça fait vraiment plaisir, c'est du taf, c'est webinaire mensuel, mais il y a toujours de l'intérêt dessus. Donc carrément, Erika aussi, encourager les entreprises à répondre avec des structures inclusives, des ESAT, etc. Ça arrive assez souvent. Et d'ailleurs, les exigences sur l'insertion sociale sont assez fréquentes. Donc, merci pour le retour. Merci aussi, Glantine. On essaye d'avoir ce regard croisé. Souvent que généralement, c'est pour ça que je suis jamais seul sur les webinaires qu'on organise chez Intersection. Pour pas juste qu'il y ait mon point de vue RSE pur et dur. C'est pour ça qu'on a invité Pierre-François, et merci encore Pierre-François d'ailleurs d'être venu merci à toi de m'avoir invité, merci à tous de votre participation. Apparemment, l'audience est enchantée, comme on dit. Mais c'est très bien. On essaie de faire le maximum. C'est quand même important. Voilà, merci encore à toutes et tous. Je crois qu'on a plus de 150 commentaires en tout comptés, donc ça fait plaisir. Je vais m'occuper d'envoyer un par un les ressources qu'on vous a promis. Merci David, merci Sarah. Et puis, on vous dit au revoir. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions pour la suite. Et puis, on vous souhaite une belle journée et de bonnes vacances s'il y en a qui prennent des vacances quand même. Il reste les résistants là, fin juillet. C'est ça. Merci à tous en tout cas. Merci. Bonne fin de journée et sans doute à bientôt. Au revoir. Au revoir Pierre-François, au revoir à tout le monde. Salut Pablo.